Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à Un Pixel Près. Aujourd'hui, je suis avec Emilien Amouyal. Bonjour. Bonjour. Et on va parler d'un sujet qui revient pas si souvent que ça, en fait, à Radio Clapas. Et pour le coup, c'est un sujet qui est assez important, puisque la première fois où on m'a parlé de potentiellement faire une émission de radio, il se trouve que c'était vis-à-vis de ce thème, précisément. Il s'agit du jeu de rôle. Et je pense qu'il était temps. Oui. Donc Emilien a du mal à contenir son enthousiasme, en tout cas. Et effectivement, pour cause, puisqu'en fait, le jeu de rôle, on est sur une pratique qui est, entre guillemets, assez ancienne, toute proportion gardée, évidemment. On est sur quelque chose qui est apparu plutôt fin 70, puisque on a Gary Gygax et Dave Arneson qui font un jeu qui s'appelle Donjons et Dragons autour de 1974, et donc effectivement ça pose les fondations du jeu de rôle, alors que déjà on est évidemment sur tout l'héritage de Tolkien, tout l'héritage effectivement de toute cette fantaisie en fait qui débarque à ce moment-là. Et le jeu de rôle, Emilien, qu'est-ce que c'est ? Alors, le jeu de rôle, c'est plein de choses. Comme le nom l'indique, c'est interpréter un rôle. Donc, pas forcément, comme tu énonçais pour Donjons et Dragons, où tu dois user de dés pour jouer, où ça devient un jeu de plateau, grossièrement, avec des rôles que tu interprètes. Le jeu de rôle, c'est interpréter un personnage. Techniquement, un film, c'est du jeu de rôle. Tu interprètes un personnage dans une situation, dans un environnement qui fait que c'est un contexte un peu imaginaire, ou non, basé sur la réalité, ou non, fantastique, médiéval, futuriste, ça peut être n'importe quoi. Et effectivement, ce qui est très particulier avec le jeu de rôle, c'est qu'on a vraiment ces deux choses-là, c'est-à-dire qu'on a le jeu d'un côté et les rôles de l'autre qui se mélangent. Il y en a certains qui parlent de tout simplement narration collaborative. Alors il y en a qui parlent même d'expérience narrative collaborative, hein. On peut sortir des grands noms comme ça, mais en réalité c'est exactement ce que c'est-à-dire que mine de rien on se retrouve en fait à plusieurs, on a une personne qui va servir de maître de jeu, de conteur, voilà, vous avez pas mal d'appellations comme ça, de gardien ou de gardienne. C'est ça, gardien du donjon, maître du donjon, ouais. Game Master aussi, MJ, ouais, tout à fait. Tout plein de noms. Dieu, parfois. Dieu. Effectivement, oui, puisqu'en fait, la personne qui va vous raconter l'histoire et avec laquelle vous allez être amené à interagir avec votre personnage, c'est qu'effectivement, quand vous jouez à un jeu de rôle, vous jouez votre personnage, mais la personne qui est maître de jeu, ou qui est, peu importe, gardienne, etc., en fait, va être tout simplement en incarnation de tout ce qui se passe d'autre. C'est-à-dire que d'un coup, si la météo change, c'est la personne qui sert de compteur qui va vous le dire. Si à un moment donné il y a un méchant, c'est la personne qui sert de compteur qui va l'interpréter. Et donc effectivement, c'est la personne qui sert de compteur qui, à un moment donné, va connaître l'histoire qu'elle va essayer de faire vivre au groupe de joueurs et de joueuses qui, potentiellement, ne vont pas tout à fait respecter le cheminement. C'est un peu ça, effectivement. Ça se passe jamais comme on le prévoit, et donc c'est beaucoup d'improvisation. Beaucoup d'improvisation. Beaucoup d'improvisation, effectivement. Où effectivement, à un moment donné, vous avez un groupe de joueurs qui va penser que le marchand qui vend l'épée, en fait, est louche. Et donc, ils vont enquêter sur ce marchand jusqu'à entrer par effraction dans son domicile la nuit. Alors qu'en réalité, il n'y a rien à voir avec le marchand. C'est juste que, à un moment donné, voilà, il y a eu une espèce de quiproquo. Et d'un coup, on a notre groupe de joueurs et de joueuses qui vont se focaliser là-dessus. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui va vous arriver souvent quand vous jouez. Vous avez le plus souvent, parce qu'il y a différentes formes et on en parlera de jeux de rôle, mais quand vous jouez le plus souvent, en fait, vous avez une feuille de personnage qui rappelle des caractéristiques. Exactement. Physiques, sociales, mentales. C'est ça. Ça va dépendre du coup des jeux de rôle en particulier. Je vais prendre en référence l'un des plus gros, du coup, Donjons et Dragons, où vous allez avoir du coup des caractéristiques qui vont définir votre personnage, donc de la force, de l'intelligence, du charisme, de la sagesse, dans lequel vous allez pouvoir attribuer des points, qui seront plutôt des références en termes de comment vous voyez votre personnage. C'est-à-dire que s'il a pas mal de points en force, ce sera une grosse brutasse. Par contre, vous avez un nombre de points limité à
à mettre dans votre personnage, qui au cours de l'aventure pourra évidemment s'améliorer de temps en temps. Mais au tout début, vous choisissez quel type de personnage vous faites, ce qui peut faire en sorte que si vous faites par exemple un barbare qui va être une grosse brutasse, vous aurez pas mal de force. Par contre, en intelligence, Oui. vous êtes une tuile, quoi. Donc ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué puisque effectivement il y a ce truc-là de pas pouvoir correctement répartir les points de façon forcément équilibrée, mais aussi efficace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous faites un personnage équilibré, vous êtes un personnage qui globalement n'est bon en rien. Ce qui potentiellement est intéressant parce que du coup vous êtes pas mauvais en tout. Mais effectivement, voilà, c'est plus compliqué finalement que de jouer un ou une spécialiste puisque le jeu, la narration va finalement se reposer sur la complémentarité du groupe. Exactement. Alors comment ça se fait qu'une expérience sociale comme celle-là, où en plus c'est le genre de truc où on n'est pas sur un jeu de plateau qui va demander en fait une installation lourde de la part de tout le monde, ou qui va demander un espace colossal, ça peut se faire globalement sur un canapé de fauteuil, ça peut se faire sur la table basse, on pose notre personnage, nos dés si on en a besoin. Globalement, on est sur une expérience sociale relativement tranquille. J'ai même fait des jeux de rôle où on pouvait manger pendant. Effectivement, Parce oui. qu'il y a rien qui empêche, quoi. Il y a les chips, il y a les machins, voire même il y a les pizzas. Quand c'est pas à nous de parler, en fait, ça gêne pas. Alors comment ça se fait qu'une expérience sociale comme ça, pendant des années, jusqu'à il y a 2010, je dirais, en fait, ça a mis pendant 30 ans quelque chose de très compliqué. Ça a été compliqué parce que, alors, de base, comme on disait, le jeu de rôle, c'est vraiment interpréter un personnage. Tu parlais du coup tout à l'heure de Gygax, qui a inventé Donjons et Dragons. À la base, c'est un wargame, c'est-à-dire que c'est la gestion de troupes, de personnages qui vont s'affronter pour la simulation de bataille. Donc déjà, dans les années 70, en pleine période, c'est un peu compliqué de faire ce genre de choses-là. Mais ça intrigue certains jeunes, puis ça se démocratise un petit peu plus dans les années, je crois, 80, si je dis pas de bêtises, où beaucoup de jeunes se retrouvent. On va prendre en référence la série Stranger Things, où vous avez les jeunes qui font du coup leur session de Donjons et Dragons dans leur cave, et vous les entendez combattre des démons, faire des choses, des dragons, des choses imaginaires. Les parents qui entendent ça à moitié, qui n'y jouent pas, mais qui du coup entendent parler de démons dans une cave, des jeunes qui se retrouvent, ça part très vite en spéculation de création de sectes, de machin. Donc c'est vu d'un très mauvais œil, notamment aux États-Unis, et vu que c'est originaire de là-bas, ça s'est pas forcément beaucoup exporté, notamment en Europe. Ouais. Donc ça a été le cas, hein, évidemment. On a toujours joué un peu à ce jeu-là, mais ça a été vu d'un mauvais œil parce que les gens ne comprenaient pas. C'est-à-dire qu'effectivement, en plus, on a eu les médias conservateurs qui se sont très vite emparés, un petit peu comme on a eu pour le jeu vidéo. Tout à fait. Où en fait, on est passé de tiens, on a des émissions où on apprend à coder des jeux vidéo. D'accord ? Si ça vous étonne, je vous invite vraiment à revoir même les E égale M6 de l'époque, même on a des émissions qui sont dédiées pour les gamins, pour qu'ils apprennent justement à coder du jeu, voire même qu'ils se tiennent au courant en fait de tel ou tel jeu qui viennent de sortir. Donc effectivement, on a un gros truc comme ça, et ensuite effectivement, on a une suppression de tout ça. Un peu, avec le point de bascule du Club Dorothée finalement, quand lui aussi se fait hacher, puisque ça finit par être englobé avec toute cette culture qui devient en fait une sous-culture. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, évidemment, on a toutes les institutions qui sont en mode non, mais le jeu vidéo, c'est important. Oui, à partir du moment où ça fait de l'argent, en fait, effectivement, il y a l'adoubement en fait des médias traditionnels. Mais le jeu de rôle, effectivement, a mis beaucoup plus de temps, précisément parce que vous vendez des livres, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, vous vendez des livres et puis bonne chance, quoi. Donc, effectivement, tu disais, on a Stranger Things. Qui est une série qui a changé énormément de choses. Tout à fait. Les gens se sont mis à jouer à Donjons et Dragons vraiment de manière assez impressionnante. Il y a eu une espèce de c'est incroyable. Il y a l'idée que jouer à des jeux de rôle, ça devenait cool et ça devenait accessible et ça devenait le lien social dans un groupe. C'est un peu ça, ouais. Ça, faire une activité ensemble, partager, parce que vraiment dans la série ils ont l'air de s'amuser comme des fous. Du coup tout le monde a l'air intrigué de découvrir si c'était un vrai jeu, et oui. Ça existe. Oui, et c'est très bien. C'est très bien.
Moi, je me rappelle d'une époque. Alors là, pour le coup, j'étais gamin, donc voilà, merci. Mais effectivement, on me disait, j'avais entendu, notamment pour mon grand frère, on a 9 ans d'écart, et c'était pour son CV, pour le boulot d'été, il fallait pas qu'il mette jeu de rôle en activité. Puisque, voilà quoi. Et moi, la première chose que j'ai fait en cours de marketing, quand j'ai commencé les études supérieures, c'est un jeu de rôle. C'est-à-dire, on te met à la place de. Et t'es là, tu fais, attends, je comprends pas là. Je crois que j'ai aucune idée de ce qui se passe. Et effectivement, aujourd'hui, on a des médias qui, alors t'en as certains évidemment toujours traditionnels, conservateurs, mais effectivement, il y a aussi le fait que de plus en plus, on a une parole qui s'est libérée par rapport au fait que les personnes qui étaient entre guillemets dans cette sous-culture, qui n'en était pas une en fait, mais qui étaient considérées comme une sous-culture à l'époque, en fait, sont devenues pour certaines des célébrités. Et donc effectivement, il y a un moment complètement incroyable. Si vous avez vu la série Daredevil ou Punisher, vous avez tout simplement John Bernthal, vous avez Bernthal plutôt, vous avez vu dans Walking Dead notamment, qui discute avec Deborah Ann que vous avez vu dans True Blood et que vous avez vu évidemment dans Daredevil, puisque elle joue c'est, il me semble, Karen Page. Donc, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Deborah Ann c'est une fan absolue de Donjons et Dragons, qui a suivi, je crois, depuis la 3e édition, un truc comme ça. 3e, 4e, je crois. En tout cas, elle a fait le pont entre la 4e et la 5e, je crois. Et du coup, elle, c'est une actrice qui joue à Donjons et Dragons, qui est maître de jeu, elle est gardienne de jeu. Et donc, effectivement, à un moment donné, sur une espèce d'interview entre les deux acteurs, en fait, on se retrouve avec Deborah Ann qui demande à son collègue s'il veut jouer à Donjons et Dragons. La séquence est juste incroyable. I don't know what Dungeons and Dragons. Like I don't. It's like a game, but like you imagine you're like in the game, right? Yeah, it's just a collaborative storytelling with some characters. You want to play D&D? I mean, I'll try. I mean, what do you think? No, I'd like be able to do it? literally right now. Sure. Ce moment ouais, bien sûr. Il y a eu un truc qui a marqué Internet, parce qu'en fait, plutôt que de parler de jeux de rôle, on a joué au jeu de rôle. Et donc effectivement, à un moment donné, elle le plonge de suite dans un truc en disant tu veux jouer à Donjons et Dragons, et il dit ouais, j'adorerais m'y mettre. Non, mais là maintenant. Ok, bien sûr. Et en fait, elle lui dit ok, donc en gros, t'es dans une forêt et à un moment donné, t'as ton épée, ton arc, et puis il te semble avoir vu un mouvement au loin. Et l'autre, il fait ok. Est-ce que j'arrive à voir ce que c'est comme mouvement? Ok. Et là, elle lui explique. Donc là, en fait, il y a des règles. Donc dans Donjons et Dragons, par exemple, ce sont des règles qui vont régir la perception du personnage. Donc là, je te demanderais tout simplement de jeter un dé pour savoir un petit peu si tu vois quelque chose, si tu discernes quelque chose. Autant tu réussis ton jet, auquel cas on va te décrire. Autant si tu réussis pas ton jet, ce sera un peu compliqué. Deux choses. En tant que maître de jeu également, ça va dépendre de la gentillesse du MJ. Ça peut être tout simplement, effectivement, tu vas voir la chose, mais pas tout à fait très bien si tu rates ton jet. Tu vas peut-être voir quelque chose totalement différent, ou voir rien du tout, ce qui peut être potentiellement un danger que tu rates. Oui. Et si tu réussis, par contre, tu vas voir effectivement ce que tu étais censé voir. Et si tu fais une réussite critique, parce qu'on a un système de critique, c'est-à-dire d'échec critique et de réussite critique. Si tu fais une réussite critique, tu vas voir parfaitement ce que tu devais voir. Et avec des éléments en plus qui te donnent un bonus, ou un échec critique qui te donne du coup un parfait malus qui permet au maître de jeu de te faire un peu de mal, volontairement, de jouer un peu avec toi, de voir jusqu'où tu peux tenir psychologiquement ou en termes de réaction. C'est un peu vraiment une espèce d'expérience sociale. On voit un peu le maître de jeu comme un savant fou qui fait des expériences sur des petites souris. Mais d'autant plus qu'à partir du moment où en fait vous jetez le dé, en fait, ça veut dire que vous tentez une action. Donc là, par exemple, l'acteur derrière Punisher décide d'essayer de voir un peu mieux le bruit que Deborah Ann décrit. Et donc effectivement, elle lui dit, imaginons, puisqu'ils sont pas 2D là tout de suite, imaginons que tu réussisses le jet 2D. En fait, je te décris qu'en fait, tu vois derrière un buisson, un petit peu à distance, tu vois en fait des plumes, et en fait, tu reconnais un hibbourse. Donc un hibbourse, c'est une créature qui appartient au domaine de Donjons et Dragons. Vous imaginez le croisement parfait entre un ours et un hibou. Vous êtes sur une créature qui potentiellement peut être dangereuse, d'accord ? Donc face à ça, effectivement, un tel personnage pourrait se retrouver avec une particularité, c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, on se retrouve avec, est-ce que j'essaie de me cacher ?
Est-ce que j'essaye d'être discret, c'est-à-dire potentiellement je cherche pas nécessairement à juste me dissimuler, j'essaye potentiellement de suivre la créature aussi. Donc en fait il peut se passer plein de choses et justement là Jon Bernthal il a une question qui est absolument incroyable, il la regarde avec un énorme sourire et lui dit « Est-ce que j'en ai déjà vu avant ?» Il est à fond dedans parce qu'il a tout compris. Pourquoi est-ce que cette question-là elle est super importante ? Parce qu'effectivement, en demandant est-ce que j'en ai déjà vu un avant, ça sous-entend qu'à un moment donné, il y a cette idée qu'on se plonge dans le personnage, on se visualise cette espèce de forêt avec le buisson au loin, et avec cette espèce de créature où on va peut-être avoir des perceptions différentes, des imaginations différentes sur une créature mi-ours, mi-hibou, mais on s'imagine avec ses griffes, et donc effectivement, elle lui dit, bah là, typiquement, on pourrait faire un jet d'historique, combiné avec un jet, je sais pas moi, sur de culture, de nature, etc., pour déterminer si oui ou non tu t'en rappelles, si oui ou non t'en as croisé un, et si potentiellement ça peut te renseigner sur des choses supplémentaires. Et donc te donner des indices sur peut-être la meilleure façon de faire. Peut-être qu'il faut pas bouger. Hein, rappelez-vous que les ours, selon s'il est brun, marron ou blanc, les attitudes sont pas forcément les mêmes à adopter. Donc pour les hibours, potentiellement, vous avez la même logique. Donc en fait, ça c'est vraiment très intéressant. Et c'est là où en fait on développe tout l'intérêt du jeu de rôle, c'est-à-dire face à une situation, qu'est-ce que vous faites ? Donc effectivement, ça c'est la partie vraiment très intéressante. Alors moi j'ai toujours dit hibours, mais parce que c'est la contraction de hibou et de ours, mais il y en a qui disent ours-hibou. Ouais, c'est le mélange un peu. Ouais. Ça arrive, tout le monde change les noms de certaines Oui, c'est créatures. vrai. On s'adapte à chaque fois complètement, on fait notre sauce personnelle. Et c'est vrai que pour le coup, ce qui est très intéressant, c'est que on se retrouve avec l'acteur Jon Bernthal qui dit voilà, est-ce que j'ai déjà vu un hibours avant ? C'est ça. Et on discutait justement de l'impact que cette question a en fait sur la façon de concevoir le jeu de rôle. C'est ça, je la trouve très très intéressante, notamment pour une personne qui du coup n'est pas habituée à faire du jeu de rôle, parce que ça implique le personnage qu'interprète du coup cet acteur-là n'a pas été créé il y a genre 2 minutes. Chose qui factuellement est le cas, mais ça part du principe que le personnage est dans un monde qui existe avec ou sans lui, qu'il évolue, que des choses existent et qu'il a potentiellement du coup rencontré ces choses-là, parce que ça peut être des animaux assez courants ou des créatures assez courantes dans ce monde-là, et ça part du principe de comme si on va faire un peu le même genre de jeu. On fait un jeu de rôle, ça se passe dans les années 50 ou on va changer, année folle, année 20, période Al Capone de ça. Tu joues un personnage et tu sors dans la rue et tu vois une magnifique voiture. Tu vas me demander si tu as déjà vu une voiture, tu sais ce que c'est. Ouais. Parce que toi, c'est un truc assez... comment dire ? C'est un truc que tu connais parce que c'est une voiture. Je veux dire, en tant que joueur, en tant qu'être humain, Oui. tu connais ce que c'est. Donc dans un univers assez proche du monde actuel, ça te parle. Donc tu vas pas te poser la question de est-ce que tu sais ce que c'est une voiture ? Chose qui aurait pu être différente dans un univers fantastique du coup. Oui. Ou même avant, quand Tout on à fait. voit apparaître les premières voitures à moteur, et que autant mon personnage, lui, vient de l'arrière-pays. C'est ça. Auquel cas, moi, en tant que être humain du 21e siècle, ça va, la voiture, je comprends. Mais autant mon personnage, lui, en fait, comprend pas encore ce que c'est. Du coup, il peut se poser la question, peut-être qu'il l'a déjà vu passer, mais est-ce qu'il connaît vraiment ? Oui. Pas forcément. Et du coup, si moi j'arrive en disant non, mais ça, c'est le carburateur, alors que mon personnage n'est pas censé le savoir, c'est dommage. Il est très doué. Il a beaucoup de points d'intelligence. Mais effectivement, c'est là où ça va être très intéressant, c'est que dès que on sort de cette espèce de zone de confort, la perception qu'on va finalement donner à notre propre personnage va tout changer. C'est-à-dire que effectivement, au gré des dés, alors c'est pour ça que les jeux de rôle vont avoir des systèmes de règles plus ou moins complexes d'ailleurs. Vous en avez qui sont ultra simples. J'ai joué à des jeux globalement, je crois qu'il y avait 2 caractéristiques, 2 ou 3. Je jouais à un Looney Tunes et c'est tout. Je jouais à un caméléon détective qui enquêtait sur pourquoi est-ce qu'il était là. C'est-à-dire que il se souvenait pas exactement de comment est-ce qu'il était arrivé sur un truc avec les autres Toons. Okay. Donc en tant que bon Looney Tunes, en fait il enquêtait sur plein de trucs en trouvant tout suspect parce que du coup c'est bizarre qu'il soit là alors que lui en fait il s'est juste gouré de route. Voilà. Et en fait c'est juste ça mon personnage, c'est nul. Mais on a passé une soirée du Nouvel An en fait. Juste avec ça, j'avais, je crois, 2 ou 3 caractéristiques maximum. Avec un pouvoir, c'était ma langue de caméléon qui en fait pouvait s'allonger et juste coller à un truc.
Voilà. bien. Et à un moment donné, évidemment, il y a un toon qui part à toute vitesse et juste je déroule ma langue, je me colle à ça et puis du coup, je me mets à voler comme un cerf-volant, quoi. Et en gros, c'est juste ça en fait. C'est juste aussi idiot que ça. C'est pas besoin. En fait, vous n'avez pas besoin d'en faire quelque chose de violent. Vous n'avez pas besoin d'en faire quelque chose de sombre. Ça peut être quelque chose de très poétique, comme ça peut être quelque chose. Typiquement, vous avez des jeux de rôle où le but du jeu, c'est vous jouer des esprits, vous essayez d'aider les gens. À l'inverse, vous avez des jeux de rôle où par contre vous êtes dans des univers qui sont absolument sombres, où typiquement, je me rappelle quelqu'un qui m'avait expliqué un jeu de rôle où en fait, il y a une clé qui tombe par terre derrière, et en fait tout le truc c'est de savoir si tu vas te retourner ou pas, parce qu'en fait si tu te retournes, en fait il y a le superviseur machin, et du coup t'as toute une ambiance, toute une scène où en fait t'as des gens qui essaient de ramasser la clé sans que le superviseur voit bouger, donc et en gros t'as tout un truc très 1984 en fait au final, dans une espèce de pièce où tout le monde est debout. Voilà, c'est débile, mais en fait vous passez de ça à Dracula, vous passez de ça au Seigneur des Anneaux potentiellement. Et typiquement, dans Seigneur des Anneaux, vous avez cette vallée, tu sais, le truc avec les trois trolls qui sont en pierre. Donc ça, c'est dans le Hobbit que tu sais ce qui leur est arrivé. Donc Gandalf est passé par là. Mais la question, c'est quand toi, tu vois les trolls changer en pierre, est-ce que tu sais de façon certaine qu'ils ne vont pas se changer en trolls pendant la nuit? C'est-à-dire, est-ce qu'on campe là? Mais du coup, la question, c'est est-ce que toi... Ah, et là, c'est la question du G2D potentiellement. Ou potentiellement, en fait, si tu rates ton G2D, on va te dire... Bah si, ils vont se changer en pierre. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Mais vu que vous avez raté votre test de compétence, on va pas vous dire la vérité, ou potentiellement on va vous induire en erreur, ou potentiellement on va vous dire tu sais pas. Ou alors on va vous dire la vérité ou vous faire croire qu'on vous ment. Oui, ça aussi ça peut arriver, et c'est là où en fait vous avez ce côté jeu de rôle aussi. C'est-à-dire que derrière, il y a juste potentiellement le fait de jouer avec les perceptions du groupe. C'est vrai que quand on prépare un scénario, on parlait du fait de partir... dans plein de trucs différents avec les joueurs et les joueuses qui font n'importe quoi, mais en réalité quand nous on prépare en fait un jeu de rôle, globalement on a la scène d'exposition, on fonctionne par scène déjà, c'est-à-dire qu'une scène c'est globalement un lieu. C'est ça à peu près. C'est grossièrement, tu vas préparer un scénario en faisant une introduction, parce que les personnages n'ont pas forcément ils peuvent faire des petites interactions, décrire ce qu'ils font, par exemple... Il y en a un qui se réveille dans une taverne après avoir passé une nuit assez compliquée. Tu lui demandes ce qu'il fait, est-ce qu'il va se débarbouiller, quelque chose. Puis après, tu l'introduis pour le faire sortir et rejoindre un lieu en particulier. Et que tous les joueurs, tu fais ça avec tous les joueurs pour qu'ils apprennent à se connaître, à peu près par personnage, décrire, et qu'ils se retrouvent tous ensemble. Suite à quoi, tu vas les laisser faire un peu leur propre choix. L'objectif étant, du coup, lorsque tu prépares un scénario, d'avoir une ligne rouge directive, mais pas un scénario bien ficelé. C'est ça. Parce qu'ils peuvent faire absolument n'importe quoi. L'objectif, c'est d'arriver à improviser, en fonction même des bêtises qu'ils peuvent faire, qui peuvent être capables de faire, de les ramener à un passage clé du scénario pour leur faire suivre la ligne rouge, quoi qu'il arrive. Donc imaginez une ligne droite bien rouge et que les joueurs vont faire un peu comme un électrocardiogramme, si vous voulez. Ils vont finir par avancer et croiser la ligne rouge à un moment donné. Il faut juste faire en sorte que ce soit au bon moment quand ça vous arrange, mais ils suivront jamais la ligne rouge. C'est ça. Et en plus, ce qui est très rigolo, c'est pour ça que c'est une expérience collaborative finalement, c'est que effectivement vous avez cette idée donc de ligne rouge, vous avez cette idée, déjà vous avez des scénarios qui sont déjà écrits, il y en a d'autres que vous écrivez vous-même. Et effectivement, typiquement, si vous voulez que les gens qui jouent à votre jeu se sentent impliqués, je sais pas moi, par le prince qui se fait kidnapper et qu'il faut délivrer dans le donjon, en fait, potentiellement, le personnage du prince, vous allez l'introduire dans l'histoire, mais peut-être l'histoire d'avant. Histoire que les personnes qui jouent à votre table s'habituent à la présence du prince, potentiellement apprécie le prince lui-même, et donc effectivement à un moment donné, quand le prince se fait kidnapper, il y a une espèce d'attachement un petit peu émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu disais, le monde il existe avant, donc on le fait exister pour que justement on sente aussi en tant que conteur l'impact qu'ont les joueurs sur le groupe de joueurs et de joueuses. Il faut qu'ils ressentent l'impact qu'ils ont sur le monde, ou du moins même local. Parce que des fois, le scénario est très très local. Tout à fait. Des fois, ça se passe juste dans une maison. Des fois, c'est juste tout à fait. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être absolument n'importe quoi. Et effectivement, c'est là où, en réalité, en termes de façon de faire, vous avez des fois des jeux de rôle où en fait c'est un bouquin. Et vous allez avoir un seul livre où vous allez avoir globalement, c'est souvent la sainte trinité
du lore, donc de l'univers. Vous allez avoir comment créer vos personnages et quelles sont les règles de jeu, des scénarios types. Comme ça, en fait, vous vous habituez à l'écriture, en fait, si jamais vous voulez adapter les vôtres. Et donc, normalement, un bon jeu de rôle, en termes de livre de règles, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez l'histoire. Donc, il faut beaucoup lire, quand même. C'est quand même des gros bouquins. Et en fait, voilà, l'histoire. Comment j'interagis avec ce monde, avec les personnages, qu'est-ce que je trouve en termes de règles, justement, pour que mes personnages interagissent avec ce monde. Et à la fin, effectivement, on termine avec justement les scénarios, sachant que certains jeux de rôle ont étendu ça, notamment avec des bouquins spécialisés, des extensions très très spécialisées. Et là, pour le coup, on aura, je pense, l'occasion d'en reparler, puisque ça, c'est vraiment un tout autre sujet. C'est ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Carrément, avec plaisir. Merci beaucoup, Emilien, pour cet enthousiasme contenu. Très compliqué, mais je reviendrai avec plaisir. Et du coup, je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.